Je pense qu'ils ont eu de bonnes raisons pour le faire. Et c'est peut-être la célébrité qui n'est pas venue à elle. Je pense qu'elles ont eu beaucoup de courage de tout laisser tomber. Parce qu'elles assuraient pas la télé. Et à un moment donné, il faut arrêter puis passer à autre chose, quoi. Moi, je renoncerais. Renoncer à... Non, moi, je pourrais pas. Hein. Franchement, si je suis connu, je resterai à la télé. C'est peut-être un nouveau départ pour une vie, entre guillemets, normale. Quand on est trop connu, il y a peut-être besoin d'avoir un peu de solitude. Je ne comprends pas qu'on puisse arrêter un métier qui apporte autant d'amour et de contact avec son public. Vivement que Dorothée revienne. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Jean-Marc Morandini, Mallory Nataf, Brigitte Lahaie, Marie-Myriam et Patrice Drevet. Tous un jour ont connu la gloire et pourtant ils ont choisi d'y renoncer parce qu'ils ne supportaient pas leur image auprès du grand public ou bien que la pression était trop forte. Ils vont venir nous raconter aujourd'hui pourquoi ils ont fait ce choix de retourner dans l'anonymat et s'ils le regrettent, bien sûr, aujourd'hui. Et pour commencer cette émission, je vous demande d'accueillir très chaleureusement nos deux premiers invités, Jean-Marc Morandini et Mallory Nataf. Bonjour Mallory, bonjour Jean-Marc. Mallory, bien sûr, on se souvient de vous avec Le miel et les abeilles, cette série télé qui vous a propulsé au sommet en quelques mois. Jean-Marc, vous, ça a été, bien sûr, Tout est possible. Puis vous avez fait le choix de tout arrêter. Aujourd'hui, est-ce que tous les deux, vous pensez que vous avez fait le bon choix? Honneur aux dames. J'ai ni regret ni remords et je suis contente de ma vie telle qu'elle est. Et en fait, arrêter, oui, on peut dire ça, mais pas arrêter, changer de direction. Et vous, Jean-Marc? Moi, j'ai envie de dire clairement, j'ai changé de métier, j'ai changé de vie. C'est clair que quand on anime un 22h30, comme c'était le cas à l'époque, qui fait autant de bruit, qui a autant d'audience, on dépassait à l'époque, c'était fabuleux, les 60% de part de marché, c'était du jamais vu à l'époque. Et quand tout à coup, on décide de tout arrêter, vraiment de repartir dans l'anonymat, parce que j'ai fait vraiment ce choix en disant, je refuse même toute émission derrière, quelle qu'elle soit, que ce soit pour être invité. Ça fait très longtemps que je suis plus sur un plateau télé d'ailleurs. Et je vous en remercie. C'est gentil. En faisant vraiment ce choix de tout arrêter, on change de vie. Et tout à coup, on retombe dans une autre vie qui est une vie plus proche de soi. Enfin, on aura l'occasion d'en parler autour de cette émission. Mais c'est vrai que c'est une vie très différente où on se retrouve soi-même. Et moi, j'avais l'impression de plus être moi-même à la fin dans ce que je faisais comme émission. Alors justement, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'arrêter alors que vous étiez au sommet? Écoutez, si on se rappelle un peu de l'époque, c'était il y a 2 ans et demi, c'est vrai que la presse était très dure contre cette émission, c'est vrai qu'il y avait des attaques qui étaient régulières et je pouvais pas, franchement, le matin, ouvrir un journal, quel qu'il soit, un quotidien, sans me faire assassiner par les critiques de l'époque. Et puis on traçait une image, on traçait un personnage qui était plus moi du tout. Il y avait les Guignols, dont on parle beaucoup en ce moment, forcément, qui tous les soirs assassinaient. Alors au début, on trouve ça drôle, on dit tiens, c'est marrant, je suis dans les Guignols, c'est vachement bien. Et puis à la fin, vous avez votre personnage des Guignols qui prend le pas sur ce que vous êtes vraiment. Et c'était quoi ce personnage de C'est un Guignol abruti. Oui. Clairement, c'était un abruti, c'était un neuneu, vous appelez ça comme vous voulez. Et à la fin, les gens que vous croisez dans la rue, parfois ils ont l'impression, ils vous voient plus vous. La neuneu, c'était moi, Jean-Marc. Ne vole pas ma place. On aurait pu faire un duo éventuellement. Non, mais c'est vrai que d'ailleurs. Les gens que vous voyez après dans la rue... Return of the neuneu. Non mais c'est pas pour excuse-moi. Les gens que vous voyez dans la rue ensuite calquent cette image des Guignols sur la réalité et vous ressentent plus tel que vous êtes. Donc moi je me retrouvais plus dans l'image que je projetais dans les médias et je me suis dit j'arrête parce que c'est plus moi, point final. Alors on a le choix, soit on est très carriériste et on se dit je vais continuer coûte que coûte, je vais foncer, je vais avancer et quitte à ce que ma vie privée, ma vie personnelle en souffre, soit on se dit à un moment la vie privée c'est plus important que le reste et on arrête, on met un point final. Comment est-ce que vous expliquez avec le recul que vous êtes devenu une cible à ce point? Mais c'est normal, vous savez, on va pas jouer, on va pas dire des grandes phrases vides, mais c'est la France. Quand quelque chose marche, à un moment, on est obligé de cracher dessus, on est obligé de taper dessus. Encore une fois, c'est une émission qui était l'émission la plus regardée en deuxième partie de soirée. Forcément, on ne pouvait que taper dessus, c'était une évidence. C'était une émission qui dérangeait un milieu, un télo, un milieu très, très parisien, que le public adorait. Mais c'est pas grave, on tapait dessus et finalement c'est ces gens-là qui finissent par avoir raison. Alors qu'est-ce qui vous blessait particulièrement?
Vous avez parlé d'image des Guignols. Quand vous ouvrez n'importe quel quotidien en disant ce mec-là est un abruti, ce mec-là est un con, parce que c'était ça, quand même, les propos qui étaient à l'époque. Vous ne pouvez pas ensuite passer votre journée normalement avec un grand sourire béat en disant ah oui, c'est bien, on parle de moi dans la presse. Il faudrait être totalement débile pour avoir ce type de comportement. C'est pas la rançon de la gloire aussi, un petit peu, quelque part? Je sais pas. Enfin, vous allez peut-être le vivre un jour, que le jour où on dira cette animatrice est une abrutie. Je sais pas si vous vous direz. J'espère pas. Non, moi non plus, je vous le souhaite pas. Mais si un jour vous avez un papier comme ça, je pense pas que vous vous direz c'est la rançon de la gloire. C'est normal. Vous essaierez de comprendre, en tout cas, puisque c'est la démarche qui paraît la plus intelligente. Vous essaierez de rencontrer ces gens-là, ces gens qui vous disent que vous êtes un abruti, et ces gens-là vont vous dire non, on veut pas vous rencontrer, on veut pas vous voir. Vous êtes un abruti parce que vous présentez cette émission. Et vous allez vers eux et vous leur dites mais j'ai envie de vous rencontrer. Déjeunez avec moi. À la fin du déjeuner, vous allez me dire si je suis un abruti. Et peut-être que je suis un abruti. Mais déjeunez avec moi, rencontrez-moi. Et ces gens-là disent non, on ne veut pas vous voir. Nous, on écrit nos papiers, on est libre. Bon. Alors, quelles conséquences ça a eu sur votre vie, sur votre physique, sur votre mental? Les conséquences, c'est déjà sur les gens qui sont autour de moi, parce que c'est vrai que c'est pas simple pour les gens qui vous aiment, pour les gens qui sont dans votre famille, de vivre ça, de vivre ces attaques permanentes. Et puis sur le physique, c'est vrai que c'est pas évident à vivre au quotidien. Enfin, pour vous donner un exemple, dans ma dernière année, tout est possible, j'ai pris 15 kilos de stress, clairement. Donc c'est évident qu'il y a des conséquences physiques à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'à un moment, il faut dire stop. Et c'est un courage de dire stop, parce que c'est pas évident. Tous les gens à qui j'ai dit à ce moment-là, je veux arrêter, j'en ai marre, stop, tous les gens m'ont dit, mais attends, ça marche, pourquoi t'arrêtes? Bah ça marche, parce que pour moi, ma vie privée est plus importante que ma vie publique et ma vie professionnelle. Mais c'était pas possible de... C'était impossible pour vous de changer d'image à ce moment-là? Vous auriez pu continuer la télévision finalement? Oui, j'aurais pu continuer la télévision, mais je crois que j'ai été vacciné simplement. Enfin, j'ai toujours rêvé, depuis que j'étais tout petit, j'ai toujours rêvé de faire de la télévision. C'était un vrai rêve, j'ai vécu ce rêve, je suis allé au bout, j'en ai pris plein la figure. Maintenant c'est bon quoi, merci. Et quand on retourne comme ça dans l'anonymat, qu'on passe plus à la télé, qu'on a justement plus sa photo dans le journal, qu'on vous traite plus d'abrutis, mais qu'en même temps, vous êtes dans l'anonymat, vous n'êtes plus sous les lumières. Qu'est-ce qui se passe? On est comment? Moi, j'ai revécu. Clairement, j'ai revécu à ce moment-là. Je me suis dit, quel bonheur de ne pas être attaqué tous les matins, quel bonheur de pouvoir ouvrir n'importe quel journal sans se dire qu'on va s'attaquer à vous. Et puis, alors, vous voyez les attaques contre les autres à ce moment-là. Et alors? Eh bien, vous dites les pauvres. Vous dites les pauvres parce qu'ils doivent souffrir, et parce que je sais ce que ça fait d'être attaqué et d'être en ligne de mire à ce moment-là. Oui, bonjour. Je m'appelle Cool James. J'ai une question toute simple à vous poser. Par rapport au fait que les critiques l'ont emporté sur vous et que vous étiez finalement obligé de démissionner, j'aimerais savoir si au fond de vous, vous étiez vraiment convaincu du caractère respectable de votre émission. Si la démission, c'est pas en fait reconnaître que votre émission n'était pas vraiment respectable. Oui, c'est comme quand on dit qu'un ministre démissionne parce qu'il est mis en examen, est-ce que ça veut dire qu'il est coupable? C'est pas ça, je crois qu'à un moment c'est un respect par rapport aux gens et c'est un respect par rapport au public, mais forcément pour répondre clairement et franchement à votre question, forcément à un moment vous vous posez des questions. En tout cas, je vous regardais souvent, donc j'aimais bien. Et j'étais l'un de ceux qui regrettaient votre départ. C'est gentil. Merci. Mais pour répondre franchement à votre question, c'est clair qu'à un moment, on se pose la question et on se dit, est-ce que c'est pas la presse qui a raison et est-ce que c'est pas moi qui ai tort? Vous avez douté de vous? Bien sûr, ah oui, j'ai douté, mais forcément, vous vous remettez en cause, totalement, vous vous remettez en cause chaque matin, quand vous vous levez, vous vous dites, est-ce que c'est pas la presse qui a raison, est-ce que c'est pas les autres qui ont raison? C'est une évidence. Et ça rend fou? Ça fait du mal parce qu'on se remet en question en permanence. Et puis vous voyez surtout qu'en face, les gens se remettent pas en question. Ceux qui disent du mal de vous, eux se remettent jamais en question. Eux, ils ont raison, forcément. Et puis c'est eux qui ont le dernier mot. Quand vous attaquez un journal, vous savez, c'est le système des droits de réponse. Un journal vous attaque, vous faites un droit de réponse, et derrière, le journal rajoute 3 lignes, assassine. Donc c'est toujours eux qui ont le dernier mot, de toute façon. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites, Jean-Marc? Aujourd'hui, j'ai créé une société, une start-up, puisque c'est la mode, qui s'appelle Tout est net. J'ai créé un site internet, un portail internet, qui va être mis en place ces prochains jours. Donc vous voyez, je suis passé à autre chose, un autre objectif, réaliser une société, réaliser une start-up. Et puis surtout, j'ai profité de ces 3 années de battement entre Tout est possible et aujourd'hui pour diriger une radio qui s'appelle Chérie FM, pour diriger une radio qui s'appelle Nostalgie, 2 radios dont l'audience a doublé pendant 3 ans, qui sont aujourd'hui leaders sur leur marché. Et je crois que ça a fait changer les gens, ça a fait changer tous ces professionnels qui m'assassinaient à l'époque de Tout est possible, qui se sont dit mais ce mec-là finalement c'est pas un abruti. Et ça vous donne pas envie de revenir justement?
Non, parce que on va pas jouer à ce petit jeu, quoi. Je vous ai prouvé, donc je reviens. Non, non, franchement, ça m'intéresse pas. Mallory, vous avez donc été particulièrement célèbre avec Le miel et les abeilles, et puis on se souvient aussi de vous avec cette fameuse affaire de sans-culotte, puisque la France entière vous avait vu une image de vous virevoltant et découvrant votre libertaire. Anatomie et votre intimité. Comment est-ce que vous avez vécu, vous, cette affaire ? Comme Jean-Marc, au début, ça m'a beaucoup fait rire. J'étais en voiture avec mon fiancé et je lui dis arrête-toi là, Hervé, parce que j'ai l'impression qu'il y a mon cul en 4x3. Donc j'aimerais être fixée. Donc on est sortis et là, je suis pratiquement tombée par terre de rire. Je me suis dit bordel, ils ont fait ça, mon cul en 4x3. Bon, c'est un choc. C'est drôle. Ça a été drôle. Tout le monde m'attendait à B en se disant, parce que je suis quelqu'un d'assez, j'ai beaucoup de tempérament, donc ils se sont dit. Et en fait, je riais. Ça a duré 2 ans et demi, l'histoire. Puis au bout d'un an, 1 an et demi, ça a commencé à me faire moins rire déjà. Parce que être en 4e de couve d'entrevue tous les mois, être en pub, être en machin, ça devient, au bout d'un moment, les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Donc, et en même temps, je considère que c'est un épiphénomène dans la raison qui m'a fait arrêter. En fait, c'est pas à cause de ça que je me suis arrêtée, c'est parce qu'intellectuellement, il y avait encore du chemin à faire entre Le miel et les abeilles et le théâtre ou autre chose. Et je me suis dit, là, je vais me scléroser, pour parler clair. Et donc voilà, je me suis dit, bon ça, la presse devenant, il n'y a eu que 2 papiers négatifs. Hein. Sur la totalité des papiers qui ont parlé de moi ou de la série, il n'y en a eu que 2. Un dans François et un dans Vital ou Biba. Et en fait, comme j'aime pas trop j'aime pas regretter, justement, je me suis dit, bon, 2, pas un 3e, et j'ai arrêté du jour au lendemain à la sortie d'un papier de François, en fait. Mais vous étiez prête à affronter une telle célébrité et aussi rapide en plus ? Vous savez, je suis quelqu'un qui vit dans le présent, je suis assez impulsive, donc on m'a proposé de jouer dans Le miel et les abeilles, on m'a proposé de rentrer dans ce métier les 2 pieds, je suis partie. J'imaginais pas du tout l'ampleur que ça pourrait prendre et en fait c'était plutôt drôle. C'est des gens qui vous je vais pas dire qu'ils vous adulent, mais c'est un peu ça en fait. Ils vous mettent sur un piédestal, ils vous connaissent, vous faites partie de leur vie, tous les jours ils allument leur poste, vous êtes dedans. Bon, c'est bien, et en même temps, au bout d'un moment, ça devient... moi, je suis devenue paranoïaque. Au bout d'un moment, je ne sortais plus dans la rue. Pendant 2 ans, je dormais avec ma casquette. Donc, j'avais un cuir. Je me couchais comme ça, avec mon cuir, avec ma casquette. Pendant 2 ans, je me levais le matin, je sortais comme ça, je rasais les murs. Ça a duré 2 ans. Et le métro, c'était très dur, parce que je n'ai pas changé de vie, moi, en fait. Entre le moment où j'ai commencé, où j'ai fait des couvertures, des émissions, et le moment où je suis retournée à l'anonymat, ma vie n'a absolument pas changé, ni mon entourage, ni mes amis. Enfin, je suis restée vraiment dans le même cadre de vie. Donc, je continue à prendre le métro. J'ai arrêté donc l'argent. Ça devait être infernal dans le métro. C'était infernal. J'ai failli en tuer plus d'un ou plus d'une parce qu'à un moment donné, quand on t'arrête toutes les 3 minutes, moi mon public est un public qui venait essentiellement de banlieue, que je revendique à fond puisque c'est des gens qui sont simples. Et puis j'ai fumé pas mal de touches, donc mes fournisseurs, voilà quoi. Enfin tout ça c'était un peu un blow quoi. Qu'est-ce qu'il faut traduire? C'était une continuité quoi, tout ça. Non mais qu'est-ce qu'il faut traduire, Mallory? Quoi? Il faut traduire quoi? Ce que vous venez de dire. Que je fumais le pétard? Oui. Bon, Evelyne, enfin, vous avez jamais fumé de pétard? Non, mais... Evelyne a fumé le pétard, Evelyne. Même Bill Clinton avoue qu'il a fumé son petit pétard. Donc, vous voyez, il n'y a pas de... Enfin, il a fait d'autres choses, d'ailleurs, entre-temps. Si vous voulez me faire faire mon coming out en plateau, c'est raté, Mallory. Donc, alors, dans le métro, donc... Oui, et donc, il y a un moment donné... Dans le métro. Dans le métro, c'est plus sage. Oui, donc il y a un moment donné où on n'est pas en phase, quoi. J'étais plus en phase avec rien du tout. J'étais plus en phase avec moi-même, j'étais plus en phase avec mon compte en banque, j'étais plus en phase avec rien. Je me suis dit, bon, là, c'est vraiment le bordel. J'arrête tout, je me recentre et j'ai pris des cours de théâtre quelques semaines. Mais comment est-ce qu'on prend la décision d'arrêter alors qu'on est au top? Eh ben, on appelle ça fait pas peur? Non, on appelle son meilleur ami qui est professeur de chant, qui fait 2 mètres, qui est lipu et qui a une grosse voix, et on lui dit, Eric, j'en ai marre de tout ce bordel. Et il répond, ma chérie, écoute tout. Ouais, t'as raison. On arrête comme ça. Et c'est comme ça, je vous jure que j'ai arrêté. J'ai dit, il a raison, j'arrête tout, j'ai appelé tout le monde, j'ai renvoyé tout le monde. Et j'ai dit, c'est bon, les mecs, vous m'oubliez. Comment se sont passés les mois suivants?
Eh ben, la déprime, la dépression, tu touches le fond, tu casses toute la maison, tu pleures toutes les larmes de ton corps parce que déjà tu essaies de te sevrer. Parce que moi j'étais pas qu'au pétard, hein. Je veux dire, j'étais passée aux extas, après à la coke, il me restait que l'héroïne. Comme je voulais pas aller jusque-là, je me suis dit bon, on arrête tout. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je suis partie en retraite de méditation et pendant 11 jours, j'ai pas bougé, j'étais dans une boîte. Je me suis dit tant qu'à faire, autant prendre le taureau par les cornes. Et puis on réapprend à vivre, on réapprend à être généreux, à être ouvert, à être attentif aux autres, parce qu'on travaille tellement autour de son nombril qu'à un moment donné, on a un nombril en 4x3, en 3D qui tourne toute la journée, son nombril, et ça devient... moi, je me supportais plus. À la fin, j'allumais une télé. Mon copain était... Parce que j'étais avec mon ancien fiancé, était maniaco-dépressif. Donc je me... non, mais on s'éclate vachement à la maison. Je peux vous dire qu'on s'emmerde pas du tout, les mecs. Et donc, je me rappelle d'une fois, il était donc à l'hôpital. Le pauvre était vraiment pas bien. Et on allume la télé, c'est quand même con, le mec est à l'hôpital à cause de ça, on allume la télé, j'étais là, je dis, oh bah tiens, je vais regarder. Bon, et le mec me dit, je t'en prie, éteins cette putain de télé, je suis à l'hôpital pour ça, je veux plus te voir, je veux plus t'entendre, on est à la télé, on est à la radio, et moi-même, je suis moi-même devenue phobiaque de moi-même, vous voyez. Donc c'était bien d'arrêter. Vous aussi, vous ne vous supportiez plus à un moment, Jean-Marc? Non, j'ai pas vécu ça, non. Non. Là, c'est un peu violent. Mais elle en rigole beaucoup, mais c'est un peu violent ce qu'elle raconte quand même. Ah, c'est super. Enfin, non, mais c'est non, c'est pas super. Mais... non, mais il y a une vraie violence parce qu'il y a une destruction de soi-même. Quand elle parle de drogue, etc., on en rigole, mais c'est vrai qu'il y a, moi, je me détruisais pas, moi, je me construisais. Enfin, c'est d'une façon de se construire. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de se construire non plus. Non, mais l'ombre et la lumière, pour moi, sont deux plans qu'il faut absolument garder l'un face à l'autre. Et quand on descend très loin dans l'ombre, on retrouve une lumière qui est plus forte après. C'est des façons... Le tout, c'est de la retrouver. Quoi. Voilà, c'est ça, c'est tout. Aujourd'hui, vous considérez que vous en êtes sorti? Ah bah je prends même pas une goutte d'alcool ou une cigarette. Enfin, je veux dire, je peux même plus. C'est fini. Donc, alors à l'heure d'aujourd'hui, si j'étais peut-être pas passée par là, je serais encore en train de boire le samedi soir en teuf ou de fumer quelques cigarettes. Et vous aimez mieux? Est-ce que oui. Est-ce que je m'aime mieux différemment, de façon moins artificielle en tout cas, puisque je prends plus de... Enfin, en tout cas, je vis plus dans l'illusion. Hein. Et vous n'avez pas envie de revenir? Vous venez de sortir un disque. Vous n'avez pas envie de revenir sur le devant de la scène? Ça vous manque pas? Mais je suis jamais partie, Evelyne. Je fais des choses qui sont expérimentales, qui sont underground, avec des gens qui sont des marginaux. Et qui sont moins médiatiques, voilà, moins grand public. Moins médiatisés, mais j'ai jamais arrêté de travailler. Les dernières 4 années, j'ai joué une quinzaine de pièces de théâtre, mais j'ai fait des choses qui étaient plus discrètes. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc aussi. J'ai une question pour Jean-Marc. La chaîne, je crois que c'était sur TF1, votre émission. La chaîne TF1 réagit comment à vos attaques? Est-ce qu'ils vous ont soutenu? Ils ont fait quoi? Ils vous ont laissé tout seul? Vous savez, quand vous êtes attaqué, de toute façon, vous êtes seul. Vous êtes seul sous la lumière, et vous êtes seul quand ça va bien, et vous êtes seul aussi quand vous êtes attaqué. Mais je veux dire, je vois pas ce qu'ils pouvaient faire. Enfin, ils n'allaient pas acheter une page de pub en disant ce mec-là, il est génial de toute façon. Non, mais moralement, donc, ils auraient pu vous soutenir au moins moralement. Oui, moralement, vous avez votre équipe. Enfin, vous savez, quand on fait une émission, on n'est pas au sein d'une grosse structure. On est en général une petite équipe. On bosse ensemble, et c'est vrai que l'équipe à ce moment-là est forte. L'équipe se regroupe et vous soutient et vous appelle quand vous êtes chez vous en vous disant est-ce que ça va. Mais la chaîne là-dedans, je crois pas qu'elle ait un vrai rôle à jouer, quoi. Qu'est-ce que vous avez découvert tous les deux en renonçant à la célébrité? Moi, j'ai envie de dire que j'ai retrouvé mon image et je me suis retrouvé moi-même. Et l'image que je renvoie aujourd'hui dans la presse, parce que c'est important quand on fait ces métiers-là, l'image qu'on renvoie dans la presse, aujourd'hui, c'est moi. Et il y a 4 ou 5 ans, c'était pas moi du tout. Alors, notre prochaine invitée, elle aussi, a décidé d'arrêter sa carrière en plein vol. Je vous propose d'accueillir Brigitte Lahaie. Brigitte, bonjour. Bonjour. Vous avez été star du cinéma porno pendant de nombreuses années. J'ai du mal à le dire. Hein. Non, j'allais dire, j'avais envie de dire la reine, parce que vous étiez la reine. Vous voulez, qu'on dit la reine. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'arrêter? Parce que de toute façon, c'est pas un métier qu'on peut faire très très longtemps. C'est un métier qui use beaucoup, qui fatigue. Et j'ai...
Si, vous verrez, vous êtes jeune encore. Et en fait, je crois qu'il y a un moment donné où on se dit, bon, si je continue, je vais m'user, parce qu'en fait, on fait ce métier parce qu'on a besoin de montrer qu'on plaît, qu'on a du succès, enfin en tout cas c'était mon cas. Et puis à un moment donné, quand vous vous rendez compte que vous plaisez beaucoup, etc., si vous continuez, vous tombez dans une sorte d'impression de vous gâcher. Parce que la pornographie, c'est quand même uniquement du sexe, il n'y a pas du tout d'amour. Et on sait très bien que le sexe sans amour, à un moment donné, ça peut être dangereux. Donc, moi, j'ai décidé d'arrêter une nuit de pleine lune. Et puis voilà, quoi. On imagine le reste, enfin, c'est-à-dire on fantasme sur le reste. En arrêtant, qu'est-ce que vous espériez faire ? Alors, en arrêtant, j'étais très jeune, donc très idéaliste. Je me disais, c'est pas grave, je vais faire une carrière de comédienne traditionnelle. Et donc, je suis rentrée à Paris, puisque ça s'était passé, j'étais pas à Paris, en me disant, c'est bon, je vais tourner dans des films, etc. J'avais déjà fait 2-3 films fantastiques, etc. Et puis, ça n'a pas été du tout facile, quoi. Alors justement, vous, comment vous avez géré cette image d'ex-reine du porno et d'actrice en devenir? Comment ça s'est passé? Vous aviez du mal à la gérer? À l'époque, c'était assez difficile, puisque j'ai même, à un moment donné, voulu changer de nom. J'ai voulu m'appeler autrement, mais en fait, je dirais que le passé nous rattrape toujours de toute façon. Et surtout, je crois que j'étais pas une comédienne, quoi. Je veux dire, je connaissais la caméra, je savais me bouger devant une caméra, mais j'avais aucune notion de ce qu'était le métier de comédienne. Je pense ensuite que il faut pas l'oublier, dans les années 80. La société a quand même beaucoup évolué par rapport au sexe. Donc dans les années 80, c'était très mal vu d'avoir fait du porno. Donc les portes se fermaient et en fait j'ai vraiment connu une sorte de traversée du désert pendant 4 ans à peu près. Oui. Et vous pensez qu'on peut changer d'image? Après, si vous voulez, il y a eu un moment donné, grâce justement à cette traversée du désert, où je me suis d'abord détruite comme vous finalement, et reconstruite. Et c'est vraiment du jour où j'ai assumé, accepté, où j'ai voulu montrer que je ne regrettais rien, que mon image s'est solidifiée, je dirais. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant... Oui. Pardon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, contrairement peut-être à Jean-Marc et Mallory, je me repose sur cette image. Je veux dire, je suis fière finalement d'avoir été ce que j'ai été, quoi. C'est quelque chose que vous assumez et que vous revendiquez. Tout à fait, oui, absolument. À 100%. Oui. Bonjour, je m'appelle Péric. Bonjour. Je voudrais dire à Brigitte que ça reste une femme très séduisante. Ça reste. Non, mais bon, les années passent, hein. Oui, il y a de l'heure, quoi. Jean-Marc, son émission, je suis tout à fait d'accord avec notre ami, que son émission était très intéressante. Mallory, c'est bien ça, Mallory? Oui. C'est un petit tour d'horizon. Non, je suis un petit peu intimidé, mais c'est bien, je panique, j'ai les pieds qui tremblent. Je voulais vous dire, quel était votre but en retirant votre culotte? Non, parce qu'on vous écoute. Enfin, les vraies questions. Parce que Brigitte... Oh bah, je vous remercie. C'est son métier. Voilà, c'est son métier. Plusieurs fois, elle a retiré sa culotte. Elle n'a pas eu honte. Et vous, maintenant, vous êtes en train de dire oh non, les médias m'ont critiqué. J'ai pas de regret. Je t'ai dit la première phrase que j'ai dit, pas de regret, pas de remords. Non, mais bien sûr que non. Mais je crois que c'est une photo. Enfin, l'histoire. Vous n'avez pas retiré votre culotte ce jour-là, puis on va pas revenir Exactement, sur. Non, j'ai pas retiré ma culotte. Mais c'est à partir de ce moment-là que ça a été 65. Je t'apprends une chose. Peut-être que t'as pas eu beaucoup de femmes dans ta vie. Oh non, mais il y a quand même. Non, 2 ou 3. À peine un heure. Ah, les messieurs. Vous n'allez pas nous dire que toutes les filles. Non, il y a des études qui ont été faites. Il y a 65% des femmes dans ce pays, 65% des femmes dans ce pays qui ne portent pas de sous-vêtements quand elles mettent des robes collantes. C'est vrai, Brigitte? Ah bah Brigitte n'est peut-être pas de la sauteresse, mais. Donc voilà, il y a eu la mode du stretchy. Moi, j'ai enlevé ma culotte avec et je l'ai jamais remise, quoi. C'est tout. Tu vois? Bon, d'accord. Tranquille. Aujourd'hui, Brigitte, vous animez une émission sur la chaîne XXL, qui est une chaîne... Absolument. Et là, je témoigne, les filles n'ont rarement des culottes, c'est vrai. C'est une chaîne porno sur le satellite? Sur le satellite, absolument. Est-ce que ça vous satisfait?
Je suis très heureuse, oui. Je suis très heureuse parce que j'ai un peu l'impression d'avoir bouclé la boucle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de faire parler les autres de leur sexualité, de leur fantasme, ça permet encore mieux de comprendre pourquoi on a fait ça. Parce que finalement, quoi qu'on ait fait, c'était en nous. Et je crois qu'il faut arriver à ce que ça soit digéré, élaboré pour être bien dans sa peau. Bonjour, je m'appelle Fabien. J'aurais voulu savoir comment vous êtes arrivé dans le porno. Par une petite annonce passée dans un journal où on cherchait des filles ayant une forte poitrine. Bon, à l'époque... Blonde. À l'époque, j'en avais... Enfin, 90, c'était beaucoup. C'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, j'ai répondu à cette annonce. Voilà. C'est tout? C'est bon, c'est bon. Ah bon. On vous a reproposé de faire du porno? Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, vous savez, quand on arrête en pleine gloire, si je puis dire, c'est là où les propositions les plus intéressantes arrivent. Mais je crois que là, c'est être clair avec soi-même. Si on retombe dans ce qu'on a décidé soi-même d'arrêter, on est foutu, quoi. Alors notre prochaine invitée n'a pas pu reprendre sa carrière après avoir eu ses enfants. Je vous propose d'accueillir Marie-Myriam. Marie, bonjour. Vous êtes mariée depuis 20 ans. Vous avez eu 2 enfants avec qui ont 8 ans d'écart quand même. Marie. Vous êtes la dernière Française à avoir remporté l'Eurovision. Et nous en sommes fiers. C'était en 1977 avec l'Oiseau et l'Enfant. Cette chanson a eu le succès qu'on connaît. On l'a j'en suis par fière cœur. aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, je prépare l'ouverture d'un restaurant, c'est-à-dire je reprends le restaurant de mes parents et ça va s'appeler l'Auberge de Marie. Et donc voilà, c'est comme ça que je pourrai accueillir tous les gens que j'aime et que je connais. Alors vous nous raconterez plus en détail dans quelques instants votre histoire. Jean-Marc, vous savez que vous avez beaucoup marqué le public avec une expression qui est restée très très célèbre et que vous lanciez à chaque coupure pub. Alors vous savez que nous on n'a pas de coupure publicitaire, on a une coupure pour une des bandes annonces de France 3 et puis aussi pour nos appels à témoins pour C'est mon choix. Est-ce que vous pourriez les lancer comme au bon vieux temps? Votre place en résumé, c'est ça? Reprenez votre place. 10 secondes, un court instant, Jean-Marc. Bon, à tout de suite. Ne zappez pas. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si l'amour vous a fait perdre la raison jusqu'à commettre un crime passionnel ou si vous avez envisagé ou tenté de le faire, si on vous a souvent dit que vous ressembliez à quelqu'un de célèbre, un comédien, un chanteur ou un animateur de télévision par exemple, si vous pensez enfin que les femmes sont inférieures aux hommes ou si vous vivez avec un homme qui méprise les femmes, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Retrouvons Marie-Myriam. Marie, comment avez-vous vécu la célébrité? Très bien. Enfin, moi, contrairement à Mallory et à Jean-Marc, en fait, quand je me suis arrêtée, et même à Brigitte, quand je me suis arrêtée, j'étais très heureuse de m'arrêter parce que... mais moi aussi, hein. Oui, j'étais très heureux de m'arrêter. Oui, non, mais j'ai pas choix, souffert de ça parce qu'en fait, oui, voilà. Moi, c'était un choix, comment dire, quand on voyage énormément, parce que c'est vrai que l'Eurovision à l'époque, c'était vraiment beaucoup plus important qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et bon, on en est tous conscients, c'est comme ça. J'ai fait vraiment énormément de voyages et avoir mon vanity avec tout prêt pour partir tout le temps, je me sentais un peu une hôtesse de l'air, quoi. Ça devenait fou.
Et quand je me suis arrêtée, quand j'ai posé tout ça, je me suis dit ouais, super. Et j'étais vraiment contente. Et j'avais qu'une idée, c'était avoir un bébé. Et ça a été pour moi une lubie, à tel point que j'arrivais même pas à être enceinte de ma première fille, en fait. Et puis voilà. Puis après, qu'est-ce que ça a changé, la naissance de vos enfants? Je pense que c'est un garde-fou. Je pense que c'est grâce à ça qu'on ne se détruit pas. Je pense qu'on n'a pas le droit de se détruire. D'abord, les enfants n'ont pas demandé à être là. Mais vous n'avez jamais pensé que vous aviez sacrifié votre carrière pour vos enfants? Ah non, non, non. Je pense que la première fois où un enfant vous dit maman, et à 8 ans d'écart, j'ai fait la même chose pour les deux, autant pour Laurine que pour Richard. La première fois où la première dent, enfin c'est des choses bêtes à dire, mais c'est des choses que j'aurais certainement pas voulu rater. Je me dis que chanter, je peux toujours le faire. Je continue de le faire aujourd'hui, toujours. Mais ça, c'est des choses qu'on ne peut plus jamais revivre, quoi. Une fois que nos enfants ont 10 ans et 18 ans, c'est fini. Donc, c'était à refaire, je le referai. Mais vous ne pensez pas qu'on peut être chanteuse et mère en même temps? Non, vous auriez pu mener pas. de front ces deux métiers? Non, c'est même pas être chanteuse. Je pense que c'est être femme d'affaires, PDG, c'est faire tout un tas de métiers où, à un moment donné, le fait d'être maman, ça vous arrête, ça vous stoppe. On ne peut pas avoir d'enfants alors quand on veut... C'est-à-dire, ou alors à moins de les remettre à quelqu'un et de les donner à quelqu'un pour. Mais c'était pas ce que j'avais envie de faire, quoi. En tout cas jusqu'à ce qu'ils aient 1 an et demi. Est-ce que vous avez envie aujourd'hui de revenir très très fort sur le devant de la scène ou pas du tout? Point d'interrogation. En vrai, au fond de mon cœur, point d'interrogation. Est-ce qu'on pense à l'argent quand on décide d'arrêter? Moi, j'ai jamais pensé à l'argent personnellement, peut-être parce que j'ai eu la chance d'avoir plutôt une vie facile. On est dans un pays où assez bourgeois quand même, on n'est pas au Kosovo, quoi. Donc, même quand on dit qu'on n'a pas, on a toujours de quoi manger, de quoi se loger. Moi, j'ai pensé à l'argent parce que comme j'ai eu 2 enfants, j'ai eu peur, quoi, à un moment donné. Moi, que tout s'arrête comme ça. J'ai mon sac prêt, j'ai très peu de possessions, j'ai 2 mâles, un sac est toujours prêt, je vais de maison, ça m'arrive encore d'aller de maison en maison parce que j'ai fait des choix où maintenant je gagne plus du tout ma vie, où je travaille gratuitement même. C'est un choix, j'ai pris la route, je considère que j'ai pris la route et je suis contente. Si demain le pognon recommence à frapper à ma porte, je le prendrai, il n'y a pas de problème, avec plus de respect d'ailleurs que quand j'en avais. Parce que maintenant je sais qu'il y a un travail qui se cache derrière un billet de banque, alors que quand tout est facile, on se dit bah putain j'ai qu'à tirer la clochette et ça tombe, bon bah voilà. Alors que quand on est obligé de lutter et se défoncer, bah, ça veut dire quelque chose. Et vous, Jean-Marc? Non, moi, j'ai jamais pensé à l'argent, franchement, non. Ça passe au second plan, mais de toute façon, c'est toujours plus facile de dire je pense pas à l'argent quand on en a. Hein. Ça, c'est une évidence, c'est-à-dire que quand on a bien gagné sa vie... On en a, mais on peut se dire aussi qu'on en gagnera moins après. Oui, mais il faut avoir confiance en soi. Moi, j'ai toujours eu confiance en moi. Je me suis toujours dit que je m'en sortirais. De toute façon, c'est peut-être prétentieux, et ça peut paraître prétentieux, mais je me suis toujours dit que de toute façon, j'arriverais à gagner 8, 9 ou 10 000 francs pour pouvoir vivre. Il n'y a pas de souci. Mais quand on est en pleine gloire, on gagne plus que ça, donc non, mais justement, mais je me suis dit que la suite, moi, j'ai jamais eu de gros besoins. Je vis pas dans un palace, je vis pas dans 250 mètres carrés avec garde du corps et cuisinier. Donc j'ai. Moi non plus, c'est pas ça que je voulais dire. Donc j'ai des petits besoins et ça a été vraiment un choix, ça aussi, de dire qu'au moment où vous gagnez beaucoup d'argent, de pas changer de vie. Et je crois que c'est quelque chose d'important et c'est ce qui vous permet après d'arrêter plus facilement. Ouais. Parce que si vous prenez les habitudes de vous déplacer avec un chauffeur, avec une limousine, etc., vous aurez du mal quand ça s'est terminé. Mais j'arrive vraiment pas à comprendre qu'est-ce qui fait que vous arrêtiez, que vous ayez décidé d'arrêter et d'autres pas. Mais parce qu'il y a des gens pour qui la vie professionnelle est plus importante que la vie privée, est plus importante que soi. Il y a des gens qui sont prêts à tout donner pour arriver à réussir, pour avoir leur photo dans un journal. Et puis il y en a d'autres qui à un moment disent non, stop, ça suffit. Alors c'est vrai que c'est pas simple de dire stop, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas, mais aujourd'hui, il y a des gens qui préfèrent dire non. Il ne faut pas non plus regarder en arrière pendant des heures et se poser trop de questions, quoi. J'ai fait ce choix, je l'assume aujourd'hui et puis je continue et je trace mon chemin. Bonjour, Stella. Je voudrais poser une question à Brigitte Lahaie. Je voudrais savoir si vous pensiez ne pas savoir aimer ou si on vous avait dit que vous ne saviez pas aimer.
Oula, c'est très philosophique ça. Pourquoi? Quelle question? Non, Si la carrière le fait de faire du porno ne vous satisfaisait pas et vous vouliez vous exprimer autrement par le cinéma en fait. Non, j'ai très bien compris votre question. Je crois qu'en fait, quand on va dans le sexe, quel qu'il soit, que ce soit dans le porno ou l'échangisme ou la nymphomanie, etc., c'est finalement parce qu'on a énormément besoin d'aimer et d'être aimé. Et c'est peut-être quand j'ai commencé à m'aimer que j'ai eu envie d'arrêter. Bonjour, je m'appelle Samy, je voulais poser une question à Mallory. C'est pour savoir si maintenant, après ce qui s'est passé, tu mettais des sous-vêtements ou pas. Samy, elle est bonne, ta question. Voilà. Ça vous suivra jusqu'au bout, hein, ça. Tu sais, quand on fait le choix du libéralisme, ce qui est mon cas, pas le libéralisme économique, mais en tout cas physique, on ne change pas, mon ami. Certainement pas parce que quelques journaux ou quelques journalistes vous trouvent choquante, parce que simplement vous considérez que la nudité est quelque chose de sain. Voilà, vous avez la réponse? Ouais. Ça vous satisfait? Merci, Mallory. Aujourd'hui, elle est en pantalon, alors bon. Notre prochain invité a disparu, lui, du petit écran pendant un temps pour retourner à sa passion première, le reportage. Je vous propose d'accueillir Patrice Drevet. Patrice, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre monsieur météo de France 2. Vous avez été extrêmement célèbre dans les années 80 avec une émission qui s'appelait Drevet vend la mèche. Aujourd'hui, aussi sur TF1. Et le mini-journal. Qui a donné un petit set d'or. Oui. Un petit. Quand ces émissions se sont arrêtées, pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu revenir dans une autre émission? Mon vrai métier, c'est journaliste de télévision. J'ai toujours exercé depuis 35 ans que je suis à la télévision. Et ce qui fait que je sois devant. Quand j'étais présentateur, c'était un accident de parcours dans mon métier de journaliste. Et j'ai disparu pendant 2 ans. Et ben, j'ai continué à exercer mon métier de journaliste de télévision. Et alors, c'est vraiment, j'ai retrouvé des sensations. Je l'avais jamais arrêté et je continue encore aujourd'hui. Je fais la météo, mais je continue à faire du reportage. Et mon vrai métier, c'est journaliste de télévision. Et l'antenne, ça vous plaît quand même? L'antenne, c'est un accident de parcours. C'est vrai que c'est agréable. Ça vous plaît pas, vous? C'est une montée d'adrénaline et tout, et puis le direct, et puis bon, ça fait partie du métier, mais c'est pas l'axe principal. Et vous comprenez le choix de Jean-Marc d'avoir tout arrêté? Ah oui, je comprends bien. Ce qui est terrible, je vais vous dire, ce qui est terrible quand vous vous arrêtez, j'ai une très bonne copine qui s'appelle Danielle Gilbert, ça fait longtemps qu'elle fait plus de télé. Et dans la rue, les gens continuent à lui dire « Mais pourquoi on vous voit plus? C'était si bien vos émissions. » C'est ça qui fait mal aux gens. Moi, quand j'ai arrêté, les gens dans la rue me disaient « Mais c'était bien le mini-journal, c'était bien Drevet vend la mèche, pourquoi on vous voit plus ?» Et quand on voit ce qu'il y a aujourd'hui à la télé, ils pourraient vous faire revenir. Hein. Il y avait ça aussi. Ça, c'est parce qu'ils n'ont pas vu C'est mon choix, c'est pour ça. Oui, parce qu'à l'époque, C'est mon choix n'existait pas. Maintenant, ça y est, ça a changé. Journaliste de télévision et très fier d'avoir toujours travaillé sur le service public et au service du public, jeunes en particulier. Et Brigitte, vos fans, vous leur manquez? Ils continuent à me voir. Oui, mais pas dans le même rôle. Bah oui, on loue des cassettes. Bah oui. Quel coquin! T'en as aussi, toi, Jean-Marc? T'en as quelques-unes, Brigitte? Mais j'en vois quelques-uns qui rougissent aussi. Oui, hein. oui. C'est les mêmes cassettes. On pourra cassettes. faire des échanges après. Alors, vous avez tous connu de bons moments et de très bons moments, je suppose, pendant vos années où vous étiez au sommet. Est-ce que vous avez des anecdotes particulièrement drôles qui vous soient arrivées et que vous pourriez nous raconter? Des anecdotes. Ah, Brigitte! Je suis pas sûre que je puisse les raconter à cette heure-ci. On peut pas les raconter. Oh si, une drôle racontable à 13h50. J'ai pas d'anecdote particulière comme ça, parce que... Non, mais franchement, parce que tout n'est pas possible, alors c'est pas possible. Vous devriez faire de la télé, vous. Mais non, je veux juste préciser quelque chose par rapport à tout le débat qu'on a depuis tout à l'heure. Juste de dire que ce soit pour Mallory ou que ce soit pour moi, quand ça nous est arrivé, on était très jeunes. Je sais pas quel âge tu avais au moment où tu as commencé le miel et les abeilles. Je ne sais même pas. 12-13 ans. Non, mais on était tous très jeunes, et 21 ans, donc, et on n'est pas préparés. On n'est pas préparé à ça. Moi, j'avais 25 ans quand j'ai commencé.
quand on est propulsé comme ça. 19, voilà. Donc c'est vraiment un point commun. Et Brigitte aussi, je pense que je pense qu'elle était jeune. On en a d'autres d'ailleurs. Bon, bref, et ça veut dire qu'on n'est pas préparé à ce succès. Moi, oui. On n'est pas préparé à être propulsé comme ça au devant des médias. Et c'est vrai que tout ce qu'on se prend dans la figure à ce moment-là, ou alors tout ce qu'on voit, et ce succès qui nous tombe dessus, on nous apprend pas à le gérer, ça. C'est à nous à le gérer au quotidien, c'est à nous à le gérer, et on apprend Ça, sur. c'est difficile. On apprend sur le tas. Ça, c'est Vous pensez que si difficile. vous aviez été plus vieux, plus mûr, vous auriez pu affronter plus facilement la critique? C'est clair qu'aujourd'hui, je réagirais pas du tout de la même façon. Non, ça, mais c'est évident. parce que tu as vécu ça Mais je l'ai vécu aujourd'hui. aussi, mais j'aurais aussi 5 ans, 6 ans d'expérience supplémentaire. Et c'est Ah vrai oui, ça, qu'en c'est 25 différent. ans, vous êtes propulsé en seconde partie de soirée sur TF1. Ouais. Vous êtes bouche bée par rapport à tout ça. Vous regardez ça, ça vous tombe. Vous pouvez dire que merci. Ça va trop vite. Et accepter tout ça, ça va beaucoup trop vite. Et puis, on vous apprend pas. Il n'y a pas d'école pour apprendre à gérer le succès. Il n'y a pas d'école pour apprendre à gérer la gloire et pour apprendre à gérer la pression. Tout ça, vous le prenez dans la figure et c'est votre individualité qui ressort. Et à ce moment-là, vous apprenez à vivre avec. Et je peux appuyer ça parce que moi j'ai commencé à présenter à 36 ans, donc sur le tard. Et j'ai vu pas mal de présentateurs dont j'étais responsable d'édition ou rédacteur en chef adjoint et qui sont tombés comme ça. J'ai dit le jour où ça m'arrivera, il faudra que je fasse gaffe, faut pas que je fasse comme eux. Donc moi j'ai eu une petite expérience. Et puis ça s'est propulsé sur mon fils, car mon fils a été présentateur d'une émission sur France 2 qui s'appelait Télévisateur 2. Et puis ça a moins bien marché. Bon, maintenant il est présentateur sur TMC chez AB. Ça va bien, mais je l'ai bien. Je lui ai bien dit, fais gaffe quand même, hein, parce que quand tu montes, quand tu grimpes à l'échelle, fais bien gaffe qu'il redescend, parce que tu pourrais bien le recroiser après. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors Brigitte, cette anecdote, vous nous la racontez? Je vais peut-être vous en raconter une, parce que, en fait, moi j'ai arrêté en 80. J'ai eu ensuite, à partir de 84, de 84 à 87, 88, j'ai fait beaucoup d'émissions de télé. Et alors, de temps en temps, les gens dans la rue, comme ça, me regardaient et me disent « Je vous connais, vous êtes qui ?» etc. Et quand je donnais mon nom, Brigitte Lahaie, ils rougissaient. Et ça, c'était quand même vraiment le pied, parce que c'était eux qui étaient gênés. Et maintenant, ça n'existe plus, parce que bon, on me connaît mieux. Mais il y a eu une période comme ça où c'était quand même vraiment assez drôle, parce que finalement, tout d'un coup, ils réalisaient qu'en effet, ils me connaissaient. Alors, ils ne savaient plus trop où ils m'avaient vu, mais ils se disaient, elle va croire que je l'ai vu dans... Et alors, ça les dérangeait beaucoup. Si vous pouviez recommencer, quelle erreur vous ne commettriez pas, Brigitte? Quelle erreur je ne recommette? Je pense que je serais moins gentille. Je crois que je dirais plus ce que je pense de tous ceux qui m'ont... de toute l'hypocrisie, de tous ceux qui ont refusé de me serrer la main, qui m'ont fermé des portes. Je pense que je serais plus... Vous avez été trop tendre? J'étais sans doute un peu fragile. Mallory, vous, si vous pouviez tout refaire, il y a une erreur que vous ne referiez pas, justement? Vous savez, je suis bien dans mon présent, assez bien dans mes baskets. Franchement, ça me va, mon quotidien et mon lot me va. Enfin, j'ai l'impression de ne pas être une victime, je choisis chaque chose qui m'arrive. Mais vous n'avez pas, avec le recul, fait une erreur? Je pense que ce sont ce que vous appelez des erreurs, pour moi, sont des réussites parce que c'est ce qui me construit. C'est en expérimentant ce qu'on n'est pas, surtout au début d'une vie, qu'on apprend à savoir ce qu'on est. Donc je ne vais pas renier, vous voyez, c'est... Non. Je suis là, puis c'est la somme de mes expériences qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui, et ça me convient. Alors je ne sais pas si je m'aime, comme vous disiez, parce que c'est toute une vie hein, pour arriver à cette tâche difficile, mais je me supporte mieux en tout cas, déjà, c'est pas mal. Et vous, Jean-Marc, est-ce qu'il y a une erreur que vous ne referiez pas? Je crois franchement que j'accepterai plus de présenter une émission dont je ne suis pas responsable à 100%. Faut tout contrôler? De tout contrôler, parce que quand vous êtes présentateur, vous êtes la vitrine de l'émission. Et c'est comme dans un magasin, si vous ne contrôlez pas ce qu'on met dans la vitrine, à ce moment-là, il y a un vrai souci. Et c'est vrai que j'étais juste présentateur, donc j'étais juste la façade de l'émission. Je ne peux pas dire que je ne contrôlais pas du tout ce qui se passait, mais en tout cas, ce n'est pas moi qui avais le dernier mot. Je n'étais pas rédacteur en chef, je n'étais pas producteur de cette émission. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne recommencerai jamais. Jamais. Pour avoir le contrôle du début à la fin, savoir qui vient, comment et comment les choses vont être traitées après, avec le montage et avec toute la promotion qui sera faite derrière. Vous êtes sûr que vous ne voulez plus jamais refaire de télé? Ça dépend. Vous allez être malade, vous allez être absente. Ah, vous voulez ma place? Vous fallait le dire tout de suite. Je pense que vous allez arrêter de poser la question.
C'est QFD. Appelez-moi, vous avez mon numéro. Je vous remercie d'être venu témoigner, d'avoir tout arrêté en pleine gloire sur plateau de C'est mon choix. Merci aussi d'avoir répondu aux questions de votre public. Et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très très bientôt. Demain, nous recevrons Pablo et Steven. Ils sont tous les deux à notre service, nous les femmes, et c'est leur choix. Nous pouvons louer Pablo pour une soirée, il est escort boy. Nous pouvons payer pour voir le corps de Steven, il est stripteaseur. Nous recevrons également des clientes de ces messieurs, notamment l'animatrice Marlène. À demain, 13h50.